Podcast Flokéo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour tout le monde, l'équipe Flokéo et moi-même, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022. Aujourd'hui, pour le tout premier podcast de l'année, nous accueillons Mathis, alias Tortuga Vidéo sur Instagram. Bonjour Mathis et merci de participer à ce 34e épisode du Verre à moitié plein, le podcast de l'optimisme par Flokéo. Quoi de mieux que de bonnes astuces détox et bien-être pour démarrer cette nouvelle année du bon pied ? C'est ce que nous vous avons permis de faire cette semaine en vous partageant de nombreuses astuces pour nourrir vos résolutions 2022, mais aussi pour vous permettre de vous projeter dans vos voyages de la nouvelle année 2022. Et pour conclure cette semaine, Mathis nous transporte dans sa philosophie et ses expériences extraordinaires. À la fois aventurier et cinéaste d'aventures engagées, Mathis est à l'origine de nombreux reportages inspirants. Après avoir passé quelques années dans un bureau, à l'issue de ses études, Mathis prend du recul sur sa situation et il décide de changer de vie. Il opte pour une vie qui lui ressemble davantage, c'est-à-dire la vie de l'aventure, des rencontres et du dépassement de soi. Le visionnage de ces documentaires, ils permettent de faire le tour du monde, car oui, le tour du monde, il l'a fait et en solitaire. Bonjour Mathis et merci de participer à cet épisode du Verre à moitié plein. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bonjour, moi c'est Mathis alias la Tortuga sur les réseaux sociaux et j'ai la chance de pouvoir dire qu'aujourd'hui je suis aventurier à plein temps et même réalisateur de films d'aventure parce que je ne pars jamais sans ma caméra lors de mes voyages, lors de mes aventures. Et en fait, à travers mes films, des films que je publie sur ma chaîne YouTube, notamment Tortuga Vidéo, j'essaye donc, dans un premier temps évidemment, de faire voyager ma communauté en leur proposant de magnifiques images de drones, ou des plans de vue aériens ou terriens. Mais surtout, j'ai envie de rendre l'aventure accessible. Et pourquoi j'ai envie de rendre l'aventure accessible ? Tout simplement parce que moi, de mon côté, en fait, je suis de base novice. En fait, je suis pas du tout issu d'une famille d'aventuriers. Mes parents, ils ont travaillé dans la même entreprise toute leur vie. J'étais plutôt casanier quand j'étais plus jeune. On n'a pas beaucoup voyagé. Moi, ma seule façon de voyager à l'époque, c'était à travers les bouquins. Je lisais beaucoup de livres de voyage, d'aventure, de fantasy. Et alors, comment est née cette passion ? Eh bien, donc moi, j'ai fait des études de commerce, un peu pour faire comme tout le monde. Et à la fin de mes études de commerce, eh bien, j'ai fait un stage de fin d'année qui m'a un peu dégoûté du milieu d'ailleurs. C'était une agence de publicité. Et j'avais une année sabbatique. Une année où enfin, on pouvait me dire, tu fais ce que tu veux. Et j'étais déjà passionné un peu de vidéo à cette époque-là. J'avais appris à faire des vidéos par moi-même en regardant des vidéos YouTube notamment d'ailleurs. Et c'est mon meilleur ami qui m'appelle et qui me dit, Mathis, je sais que tu sais pas trop quoi faire cette année. Moi, je vais partir étudier au Mexique. Est-ce que ça te dit de faire un road trip en Amérique latine ? Un mois, on fait Pérou-Bolivie. Bon, il me dit ça, mais Amérique latine, Pérou, Bolivie, pour moi, direct, je vois tout ce que j'avais vu à la télé, la drogue, les cartels, les maladies, l'insécurité, bref, j'avais l'impression que si j'allais là-bas, j'allais revenir à poil. Pour tout vous dire, je ne savais même pas faire un sac de voyage, donc je regarde des tutos, et c'est là où je découvre sur YouTube tout ce monde des influenceurs voyage, et je vois que des gens vivent de ça. Je me dis, pourquoi pas moi ? À ce moment-là, c'était une petite idée déjà qui commençait à naître. Donc moi, j'étais passionné de vidéos à cette époque-là, j'avais une vieille caméra, un Canon 7D à l'époque, qui était pas mal. Donc je lui dis, pourquoi pas ? Et donc on y va, donc je m'attendais pas à grand-chose, je me suis dit, je vais filmer mes aventures, je les posterai peut-être sur YouTube, et puis au moins comme ça, quand je rentrerai, si j'ai envie de trouver un taf dans la communication, parce que j'étais spécialisé dans la com à l'époque, au moins je pourrais prouver que cette année sabbatique, je n'ai pas passé une année à chiller au bord de la plage, mais que j'ai vraiment eu un réel projet. Et donc le jour où en fait on a atterri au Pérou, où j'ai posé le pied, donc c'était à Lima, la capitale du Pérou, en fait j'ai tout de suite été piqué par l'aventure, j'ai été piqué par la mouche du voyage, et ça a été une passion dévorante. Et en fait, ce qui devait être un mois de road trip s'est transformé en un an à voyager à travers le monde. Alors tout seul, parce que mon ami est lui vraiment parti étudier au Mexique. Et en fait, moi, j'ai continué avec mon sac et ma caméra, j'ai traversé tout le Mexique. J'ai eu la chance donc après de voyager en Turquie, de me retrouver à vivre dans un monastère bouddhiste en Thaïlande, de traverser le Vietnam à moto, de me retrouver au fond de la guerre en Birmanie. Bref, un an incroyable à récolter des images avec des expériences. Donc, toutes ces images sont accessibles sur ma chaîne YouTube Tortuga Vidéo. Et surtout, j'ai découvert une passion, donc j'en reviendrai dessus, une grosse passion, une grande nouveauté dans ma vie. Pendant ces voyages, c'était la randonnée. La nature, les activités outdoor, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, j'étais pas un grand sportif, je suis de Paris, donc moi la nature, j'y connaissais que dalle. Pour moi, un oiseau, c'est un pigeon, et une plante, c'est un arbre ou de l'herbe. Voilà pour résumer un petit peu ma vie d'avant. Et en fait, découvrir tout ce monde extérieur, sortir de ma bulle, c'était une grosse claque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes mes aventures, tous mes voyages sont spécialisés. Enfin, spécialisés, c'est maintenant mon ADN, c'est le slow tourisme et les activités outdoor. En tant que voyageur engagé, tu as pu voyager à pied, en vélo et même en âne pendant 10 jours. Comment t'es venue l'idée de voyager de cette façon et que retires-tu de ces expériences ? Alors, justement, donc comme je disais
pour moi, c'était une nouvelle façon de voyager, c'était le slow tourisme. Parce que pendant mon voyage autour du monde, donc évidemment, j'ai pris des transports en commun, mais c'est là où j'ai commencé à découvrir, j'ai eu mes premiers pas dans les natures sauvages, à traverser des plaines, des montagnes, des déserts, enfin bref, j'ai commencé à découvrir tout ce que je m'étais imaginé en lisant mes livres d'aventure étant gamin. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens pendant mes voyages à travers le monde, notamment un gars, je me rappelle très très bien, que j'avais rencontré, et alors moi ça faisait quasiment 1 an que je voyageais, et je rencontrais pas beaucoup des gars qui voyageaient depuis plusieurs mois, et puis enfin je rencontrais ce gars-là qui me disait ça fait quasiment 1 an que je voyage à travers le monde, je dis waouh, on va bien s'entendre. Et le gars me commence à m'expliquer, il me dit mais en fait j'apprends qu'il s'est arrêté dans les capitales, il passait quelques jours, il reprenait l'avion et il allait à une autre capitale. Et en fait son but c'était juste de checker les listes de capitales et de faire le plus de pays possible. J'ai trouvé ça mais complètement dingue, ça a perdu toute sa saveur, on n'avait aucune discussion avec ce gars-là, il avait rien vécu. Même si je respectais totalement son choix, mais je me suis senti vraiment étranger à ça. Et moi vraiment, l'amour de mes voyages, c'est de pouvoir arriver à un endroit et de le découvrir un maximum. Et c'est ça que je veux mettre en avant dans mes vidéos, c'est ça que je veux mettre en avant dans Tortuga, c'est cette façon de voyager qui est le slow tourisme, en utilisant que le maximum, en tout cas, les moyens de locomotion qui seront son corps par la force de ses jambes, de ses bras. Et c'est pour ça que je vais voyager à pied, à vélo, ou même avec un âne. Alors, cette idée d'âne, c'est m'est venu juste après le premier confinement, donc manque de chance, en fait, après mon tour du monde, j'ai retravaillé dans des entreprises, il fallait que je gagne un peu d'argent et que je rembourse mon prêt étudiant. Et en fait, j'ai quitté mon dernier job, donc début 2020, juste avant, évidemment, le Covid. Donc, il fallait que je me réinvente, que je retrouve de nouvelles aventures. Et pendant le premier confinement, j'ai demandé à ma communauté, qu'est-ce qu'on pouvait faire en France, du coup? Eh bien, une de mes abonnées m'a répondu, Mathis, tu sais qu'on peut partir traverser le chemin de Stevenson, donc c'est une randonnée dans les Cévennes, pendant plusieurs jours avec un âne, sur les traces d'un célèbre écrivain, Robert Louis Stevenson, qui est l'auteur de Mr. Jekyll and Mr. Hyde, de L'île au trésor. Et en gros, cet écrivain célèbre au 19e siècle, en 1872, je crois, a traversé avec un âne aussi les Cévennes. Et donc, je l'ai réalisé la même aventure que lui dans les Cévennes, et c'était une aventure incroyable. Donc, pour parler d'autres aventures que j'ai pu faire, donc en pratiquant évidemment le slow tourisme, donc j'ai traverser l'Islande du nord au sud. Ça, c'était ma première grosse aventure, mon premier gros projet, avec un aspect écologique, parce que du coup, j'étais allé l'été 2019. C'était ma première grosse aventure, hein. J'avais campé que 2 fois dans ma vie avant ça, donc c'est d'ailleurs pour ça que mon film sur YouTube Seul en Islande a très bien fonctionné, parce qu'on m'a vu vraiment galérer. Et en fait, donc cet aspect écologique, c'est parce que du coup, le glacier Vatnajökull, là-bas, en fait, les scientifiques disaient que dans 400 ans, il allait disparaître. Et il y a eu plein de unes dans les journaux à ce moment-là, parce que le glacier Ock, qui est un petit glacier, venait de fondre totalement, et ils ont placé une plaque commémorative à son sommet pour voilà, qui attestait du fait que voilà, il y a un glacier qui est aujourd'hui à haute. Eh bien, on vous aurait prévenu, d'ici 400 ans, on n'aura plus de glacier chez nous. Et donc c'était très important pour moi, c'était un des facteurs pourquoi j'ai fait ce reportage et cette aventure. Et ensuite, j'ai enchaîné les aventures, j'ai notamment traversé la France à vélo du nord au sud à la rencontre de ma communauté justement. J'ai traversé la Laponie à ski cette année d'ailleurs en mars. Et puis dernièrement, je viens de rentrer donc de la Réunion que j'ai traversé du nord au sud aussi à pied. Durant tes voyages, où as-tu pu fêter la nouvelle année et quelles sont les différentes façons de la célébrer selon les cultures que tu as pu rencontrer? Alors pendant mes aventures, je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de me retrouver un 31 décembre, donc dans un pays étranger. J'ai toujours fait la nouvelle année, en tout cas occidentale, en France. Par contre, j'ai eu la chance de fêter le nouvel an thaïlandais qui s'appelle le Songkran. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne là-dessus. Et en fait, c'est une fête qui a lieu en général courant avril. Donc à ce moment-là, j'étais en Asie. Donc c'est en fonction du calendrier lunaire, ça change tous les ans. Et de base, en fait, traditionnellement, c'était une fête où on fait preuve de respect envers nos aînés en leur versant un peu d'eau parfumée sur les mains pour acquérir des mérites en offrant un peu d'eau sur les mains. On arrose par exemple des statues de Bouddha, on libère des oiseaux, des poissons, etc. Et donc ça, c'est une tradition qui se perpétue, mais en fait, aujourd'hui, cette tradition a évolué et c'est devenu un prétexte à de gigantesques batailles d'eau dans les rues des villes. Et je me trouvais à ce moment-là à Chiang Mai et j'ai trouvé cette fête incroyable. C'est une bataille d'eau géante dans toute la ville, tellement grande qu'en fait, les villes sont inondées, hein. On a de l'eau jusqu'aux chevilles et tous les passants qui passent, on se balance de l'eau, donc parfois de l'eau glacée, il y a des pistolets à eau, il y a des camions qui passent, des gens dessus avec des gros seaux d'eau et en fait pendant plusieurs jours, donc le premier jour t'es super excité, le dernier, au bout de 2-3 jours t'en as juste marre parce que tu peux même plus sortir faire tes courses, tu rentres tout le temps trempé, donc c'est vraiment un truc incroyable, surtout qu'il fait très chaud à cette période de l'année. Quelles astuces bien-être as-tu pu apprendre durant tes voyages? Quand je pars voyager, quand je pars à l'aventure, comme je disais précédemment, généralement c'est beaucoup en rando ou du slow tourisme, donc en fait ce sont des aventures qui prennent du temps à préparer, à réaliser, et pendant mon aventure, quand je suis en rando dans
les montagnes, ou que je suis en fait complètement seul. Je pars souvent seul. Et c'est un grand travail sur moi-même à chaque fois que je veux, parce que je suis pas quelqu'un de très solitaire de base. Cette astuce bien-être que je peux partager, et en fait, en un mot, c'est la randonnée. C'est la randonnée qui est aussi de la méditation. Et pourquoi? Alors, moi, la randonnée, c'est quelque chose qui m'a appris à être heureux aujourd'hui, et aujourd'hui qui m'accepte, je m'accepte beaucoup plus moi-même depuis que je pratique la rando. C'est d'apprendre à se retrouver avec soi-même. Pour moi, je considère que c'est un luxe d'aujourd'hui de pouvoir se retrouver seul. Les gens, en fait, avec les réseaux sociaux, etc., ont de plus en plus du mal ou peur de se trouver seul. Alors que quand on apprend à se retrouver seul, comme avec la rando, je trouve que c'est une grande merveille, c'est une grosse richesse. Donc, cette astuce, c'est de partir randonner, en tout cas, astuce bien-être, c'est de partir randonner régulièrement. N'ayez pas peur de vous retrouver seul en pleine nature. Puis si on débute un peu, il y a beaucoup de chemins balisés, où il y a beaucoup d'applications là-dessus, sur les réseaux comme Maps.me, Wikiloc, etc. Vous perdrez pas de toute façon si vous faites bien attention. Et en fait, c'est d'apprendre à se retrouver tout seul, à marcher tout seul. C'est une sorte de méditation, et en fait, vous allez pouvoir vous en sortirez que grandi. La vie que tu mènes doit faire rêver plus d'un de nos auditeurs. Comment est-ce que tu arrives à mener ce style de vie et que te procure-t-il? Alors, pour mener une vie comme la mienne, j'ai beaucoup de gens qui me posent cette question, comment tu fais, j'aimerais avoir la même vie, etc. Faut savoir que c'est aussi beaucoup de sacrifices. J'ai beaucoup de chance, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu, mais c'est beaucoup de sacrifices. Donc déjà, on gagne pas beaucoup d'argent, évidemment. Alors aujourd'hui, je suis aussi freelance à côté, je fais des vidéos et du web design, donc je crée des sites web aussi pour des entreprises qui ont rien à voir dans le monde du voyage, mais c'est quelque chose que je peux pratiquer à distance, quand je veux, où je veux. Donc c'est ça l'intérêt. Et puis ensuite, j'ai des partenariats parfois rémunérés aussi avec des offices de tourisme et des agences de voyage. Mais c'est un lifestyle qui rapporte pas énormément d'argent, en tout cas pas pour l'instant, donc c'est de faire des concessions. Je ne peux pas avoir d'appartement fixe sur Paris, ou d'ailleurs nulle part. C'est ne pas beaucoup dépenser dans tout ce qui va être superficiel, donc dans des vêtements de ville. Ça va être de aller moins souvent sortir, moins de cinéma. Donc c'est quand même de faire un petit sacrifice de ce côté-là, pour évidemment pouvoir avoir plus d'argent à mettre dans le voyage. Ensuite, du coup, vu que je crée du contenu, je réalise des photos, des vidéos, et ça, en fait, grosso modo, j'arrive à les revendre à des offices de tourisme et des agences de voyage. C'est comme ça que j'arrive à rémunérer ça. Et puis vu que du coup, j'ai une communauté commence à grandir aujourd'hui, on est à peu près plus de 60 000 accumulés sur mes réseaux. C'est aussi une communication. Parfois, j'accepte des produits qu'on m'envoie, par exemple du coup des affaires de randonnée, et ça m'évite de les payer. Ou parfois aussi du coup des offices de tourisme comme La Réunion va me défrayer tout mon voyage à La Réunion en échange de contenu. Donc c'est comme ça en fait que j'arrive à vivre ou survivre, donc à réduire mes coûts et à me faire défrayer mes voyages ou à être payé pour mon compte. Mais ce style de vie au final qui devient minimaliste, moi ce qui m'attire le plus, autre que les voyages, au-dessus de tout ça, c'est la liberté. Aujourd'hui, j'essaie de me procurer une liberté phénoménale parce que du coup, je choisis les clients que je veux. Je pars voyager où je veux, quand je veux. Bon, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais même avec le Covid, j'y arrive quand même. Si un jour, je me sens pas bien, que j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Je suis complètement libre. Pour être libre, il faut évidemment avoir le moins de dépenses chaque mois. Donc, je suis pas endetté, j'ai pas de loyer à payer, en tout cas pas pour le moment. Donc, si demain, il y a plus rien qui va, j'ai quand même mis assez de côté. Tout ira bien, j'ai des amis, j'ai la chance d'avoir une famille aussi. Donc faut le dire qu'en fait voilà, c'est une vie de liberté minimaliste, mais en même temps à côté du coup j'ai la chance d'avoir des amis, une famille sur lesquels qui comptait. Donc j'ai aussi ce matelas là, j'ai cette chance là. Mais c'est un style de vie qui pour moi est incroyable et c'est voilà, comme je dis, c'est cette liberté, cette totale liberté qui fait que jamais j'arrêterai ce que je fais. Comment est-ce que tu prépares tes voyages et de quelle façon arrives-tu à être respectueux de l'environnement durant tes séjours touristiques, autre que par l'écomobilité? Ça dépend les voyages. L'Islande, la traversée d'Islande, c'était une grosse aventure. J'ai manqué d'eau pendant 2 jours et demi, j'ai failli me le faire emporter par le courant, j'étais vraiment seul au milieu. Si j'avais un souci, les rangers, donc la sécurité, mettaient 24 heures pour venir à mon emplacement. Donc là, il y a eu de la préparation. Et lors des grosses aventures comme ça, les préparations, ça va être l'équipement, c'est le plus important. On va avoir du bon équipement, donc contacter des sponsors pour avoir des équipements qui vont te sauver la vie au cas où. La sécurité, donc prévenir tout le monde ce que je vais faire. Les rangers étaient au courant, ma communauté était au courant, j'avais une équipe technique sur place qui m'a pas suivi, donc vous verrez dans le film, mais passé comme prévu. Mais du coup, il y avait eux sur place en cas de souci. Et puis ensuite, l'itinéraire, donc il faut avoir l'itinéraire, donc savoir un peu apprendre à lire une carte. Même moi, je galère encore. Donc moi, sinon j'ai un GPS, j'ai des applications smartphone qui fonctionnent très bien, comme Maps.me, Komoot, Wikiloc, etc. Un GPS,
on trouve l'itinéraire et on le met dans ses GPS. Et puis en vrai, c'est les 3 gros points principaux pour la préparation. Quand je pars à La Réunion ou des plus petites randos, je fais le tour du Mont Blanc, etc. C'est des randonnées balisées. Là, je me prépare moins généralement. J'y vais et je découvre. Parce que, alors, trop de préparation tue la préparation. J'ai envie de le dire. Faut faire attention. Mais pour moi, c'est quand même l'aventure. C'est pour ça que j'insiste sur le mot aventure. C'est que quand on y va, une aventure, on ne sait pas forcément ce qui peut se passer. Il peut se passer des bonnes choses, il peut se passer des mauvaises choses. Si on prépare à 300%, pour moi, c'est plus de l'aventure. Et quand on sait exactement ce qu'on va trouver sur le chemin, pour moi, c'est nul. Donc, c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui dans beaucoup d'aventuriers qui préparent vraiment tout au compte-gouttes. Il se passe tellement plus rien que finalement, maintenant, c'est plus la course à l'aventure, aux anecdotes, aux rencontres, aux mésaventures, aux bonnes aventures. Là, ça va être la recherche à la performance, donc aller le plus vite, faire le moins de temps possible. Voilà, c'est ça que je trouve dommage, quoi. Il faut garder cette part d'aventure. Et pour rester le plus respectueux de l'environnement, alors tout simplement, maintenant, je voyage, comme je le disais, que en slow tourisme. C'est du slow tourisme, de l'écomobilité donc que j'utilise par la force de mes jambes, de mes bras, avec le vélo, le ski, etc. Donc ça c'est déjà un point. J'essaye de prendre moins l'avion, donc c'est quand même compliqué quand par exemple aller à La Réunion, c'était un rêve de traverser La Réunion, j'ai dû prendre l'avion. Moi je suis pas forcément pour que tout le monde arrête le zéro avion, je suis vraiment pour que les personnes se mettent plus au slow tourisme et donc pratiquer des sports outdoor et prendre du temps sur place et prendre le moins de transport sur place. Si on a envie de partir voyager pendant 6 mois en Nouvelle-Zélande, de traverser la Nouvelle-Zélande, malheureusement c'est pas encore possible, en tout cas c'est trop compliqué aujourd'hui, surtout pour les gens qui travaillent, de se rendre à la nage ou à pied jusque là-bas. Donc il y a des exceptions, maintenant j'essaye de faire des efforts, pas parfait du jour au lendemain, j'essaye de plus en plus de réduire mes voyages à côté de chez moi, de faire le plus de voyages en France, en Europe, en prenant le train, en prenant les transports en commun pour m'y rendre et prendre le moins possible l'avion. Autre chose aussi, c'est quand je pars à l'aventure, de plus en plus aussi, c'est de ne laisser aucune trace. Alors il y avait un terme aussi, je sais plus ce que c'est, mais en fait quand tu pars à l'aventure, malheureusement il y a trop de gens qui vont faire des déchets, il y a même des excréments parfois que je vois sur mes chemins de randonnée et ça me désole en plein milieu avec le papier toilette, etc. En fait il y a une règle, quand on part en rando, à vélo ou autre, on marche, à un moment quand on se retourne, il faut qu'il n'y ait aucune trace, le minimum de traces, comme si on n'y était jamais passé. On devrait même laisser le moins de traces de pas possible. C'est pour ça qu'il faut même faire attention où on marche, bien suivre les sentiers balisés, s'il y a des sentiers c'est qu'il y a une raison. Il faut pas détruire aussi la nature locale. En fait, il faut qu'on soit comme un fantôme et laisser le moins de traces possible derrière soi. Quel constat as-tu pu faire sur ta route concernant l'évolution de l'état de l'environnement et des cultures ? Comme je disais avant, donc ça m'a désolé, il y a beaucoup surtout sur les sentiers touristiques, on trouve encore beaucoup trop de déchets sur le chemin. Bon, ça c'est pas nouveau, les gens essaient de faire des efforts, ça c'est plutôt cool. Mais si on prend un peu plus de recul, ce qui m'avait pas mal marqué moi, c'est par exemple sur le chemin de Stevenson. En fait, je lisais son livre parce qu'il a écrit donc j'ai traversé les Cévennes avec un âne, comme l'écrivain qui l'a fait en 1872, donc il y a quasiment 200 ans auparavant. Et moi, je lisais son livre en même temps. Et ce qui m'avait assez étonné, c'était qu'à son époque, en fait, moi, je pensais qu'il allait y avoir plus d'arbres qu'aujourd'hui. Mais en fait, non. Il y avait 0 arbre au temps de Stevenson, quand il traversait les Cévennes, alors que moi, c'était quand même boisé. Donc, faut savoir qu'en fait, à son époque, c'était vraiment à ce moment-là où on avait vraiment coupé tous les arbres pour la navigation, pour les habitations. Et qu'aujourd'hui, ça commence un peu à repousser, parce qu'on laisse la végétation repousser. Donc, c'est un point positif, faut le dire. Il y a un peu de positif. Quand on compare à cette époque-là, on est en train un peu petit à petit de relaisser la nature prendre ses droits. Après, c'est sûr qu'il y a certains pays, je crois que la Réunion utilise encore pas mal de produits phytosanitaires. Pour leur culture, ça se sent, on le sent quand on passe à côté. Après, c'est une petite île, je sais pas comment ça fonctionne vraiment là-bas, j'ai pas envie de prendre de parti pris. J'imagine qu'il y a des galères aussi en tant que paysan là-bas, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont, je pense, à améliorer. Quand je voyageais en Asie du Sud-Est, moi, à cette époque-là, j'étais pas encore à 100% sur du slow tourisme enfin si, j'étais sur le slow tourisme, mais j'étais pas du 100% écomobilité, donc je voyageais à moto à ce moment-là au Vietnam. Je me suis déjà pris des bouteilles en pleine tête de gens qui le balançaient de leur camion sans gêne. Et en fait, pour répondre à ça, c'est juste que c'est une éducation qui n'a pas encore été transmise là-bas. Nous, on a été éduqués à pas jeter dans la rue. On a eu le temps de nous éduquer là-bas et ils ont pas été éduqués, donc tout passe par l'éducation et c'est ce que j'essaye de mes vidéos,
vont servir, j'espère, à éduquer, comme par exemple mon reportage Seul en Islande à la rencontre du Vatnajökull, qui était un reportage aussi écologique. Tout ça, c'est aussi à but éducatif, et c'est par l'éducation que on peut transmettre des valeurs. Après, sans forcer les gens font ce qu'ils veulent, il faut pas non plus être là dans le jugement. Merci beaucoup Mathis pour nous avoir fait voyager autour du monde le temps d'un instant. Ta vision et ton expérience en inspireront plus d'un. Merci également à tous nos éditeurs derrière vos écrans pour votre écoute si fidèle. J'espère que cet épisode vous aura inspiré pour débuter cette nouvelle année et qu'il vous permettra d'oser vous lancer à l'aventure et donc de réaliser votre rêve. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le blog de Mathis, Tortuga Vidéo, où vous pourrez retrouver ses reportages. Et toujours pour approfondir cette thématique de slow tourism, pour voyager au rythme de la nature, rendez-vous sur le blog Flokeo pour lire notre article intitulé « Découverte de la Pologne de l'Est à vélo ». Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.